Bonjour. Good morning, everyone. Monsieur le sous-ministre associé, Monsieur Tremblay, Madame la rectrice, Madame Damour, Director for the Education and Skills and Special Advisor to the Secretary General at the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD in Paris, Mr. Schleicher, Executive Director of the Future Skills Center, Mr. Barata. Chers invités, amis et collègues, dear guests, friends and colleagues, je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui avec nous pour discuter des nouvelles frontières en éducation et en apprentissage tout au long de la vie pour l'avenir du travail. Thank you all for joining us today to discuss new frontiers in education and lifelong learning for the future of work. Mon nom est Nadia Nafi. Je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale, et co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OVIA. My name is Nadia Nafi. I'm an assistant professor in education technology at the Faculty of Education at Laval University. I hold the chair in education leadership and innovative pedagogical practices in digital context, National Bank. And I also co-lead the education and empowerment access of the International Observatory on the Societal Impacts of AI and Digital Technology, OVIA. Ce matin, nos 4 invités d'honneur prendront chacun la parole à tour de rôle pour une durée d'environ 5 minutes chacun. Ensuite, j'animerai le volet table ronde qui se déroulera en 2 temps suivant 2 blocs thématiques. Le premier bloc se penchera sur les initiatives en enseignement supérieur et en formation en milieu de travail pour l'avenir du travail dans un contexte de reprise post-COVID et de transformation numérique rapide et accentuée. Le deuxième bloc se penchera sur l'enseignement supérieur du futur ou des futurs. Our 4 guests of honor will speak in turn for about 5 minutes each. Then I will lead the panel discussion, which will take place in 2 parts, following 2 thematic blocks. The first block will focus on higher ed and workplace training initiatives for the future of work in a context of post-COVID recovery and rapid and accentuated digital transformation. The second block will be around the higher education of the future or futures. Presque 500 inscriptions que nous avons reçues. Nous avons reçu en total plus de 130 questions très pertinentes. Je ferai de mon mieux d'en poser le plus grand nombre possible à nos invités. So from the almost 500 registrations, we have received more than 130 questions, all very pertinent. I will do my best to ask as many of them as possible to our guests. Notre rencontre est bilingue. Bien que le clavardage soit activé, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans le QR dans la langue choisie par chacun de nos invités et précisez aussi, s'il vous plaît, le nom de notre invité à qui vous adressez votre question. Ceci facilitera la récupération des questions et le déroulement de la période questions-réponses. So our meeting is bilingual. Although the chat is enabled, please ask your questions in the Q&A in the language chosen by each of our guests and specify the name of our guest to whom you are addressing your question. This will facilitate the retrieval of questions and the conduct of the question and answer period. Notre rencontre est enregistrée et puis diffusée aussi en direct sur Facebook. So our meeting is being recorded and broadcasted live on Facebook. Et maintenant, sans plus tarder, et avec le plus grand honneur, je cède la parole à M. Tremblay. Merci, Madame Nafi. Bonjour à toutes et à tous. Une salutation particulière à mes collègues panélistes ce matin. Donc, écoutez, je suis très heureux de participer à titre de représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à titre de représentant du ministre, plutôt M. Jean Boulet, à cette table ronde sur un sujet d'actualité, évidemment, qui est celui des nouvelles compétences qui vont nous servir durant toute notre vie active sur le marché du travail. Évidemment, je veux vous transmettre les salutations les plus distinguées de M. Boulet et son message à l'effet qu'il s'excuse de ne pas avoir pu se libérer de ses obligations professionnelles. Alors, le sujet qui fait l'objet du webinaire de ce matin est un sujet d'autant plus important puisque la période que nous traversons actuellement met en lumière toute l'importance de disposer de ressources humaines qualifiées pour soutenir le développement des entreprises dans un contexte numérique. Il y a plusieurs années déjà, le gouvernement du Québec, face aux prévisions démographiques
avait anticipé la vague des retraites qui s'annonçait et les conséquences de celle-ci. Dès ce moment, nous avons mis de l'avant des mesures pour combler les postes à pourvoir, qui sont très nombreux et qui continuent d'être très nombreux, postes qui sont en partie toujours à combler, mettant au jour ce phénomène de rareté de main-d'œuvre que nous connaissons présentement et qui s'accentue de trimestre en trimestre. Force était alors de constater que pour atteindre l'objectif de combler tous ces postes vacants, nous allions devoir faire plus que du recrutement. Nous allions aussi devoir former cette main-d'œuvre, s'assurer qu'elle dispose des compétences qui sont demandées par le marché du travail. Alors, plusieurs programmes ont donc été lancés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin de recruter, de former et de mettre au travail des groupes sous-représentés sur le marché du travail. Je pense notamment aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes issues de l'immigration. Et là, je peux vous donner quelques exemples. Le programme de formation de courte durée qui privilégie les stages en entreprise, donc la formule alternance travail-études projets par la Commission des partenaires du marché du travail, a connu une accélération phénoménale depuis 2 ans de ces projets pour soutenir ce développement de compétences-là qui est essentiel. Depuis la création du service public d'emploi en 1997, j'y étais et je vais y revenir tout à l'heure dans la première question qui m'y est posée. Les efforts consacrés à la formation de la main-d'œuvre ont toujours été très significatifs, tant pour la formation des personnes sans emploi que pour la formation des personnes en emploi. En effet, le financement de la formation continue des personnes en emploi est au cœur des interventions, je viens de le nommer, de la Commission des partenaires du marché du travail, mais également des services publics d'emploi du Québec. Par ailleurs, à l'issue du forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, qui s'était tenu en octobre 2020 à l'initiative de la Commission des partenaires du marché du travail, un large consensus s'est imposé à ce moment-là. Il fallait accélérer nos investissements dans la formation des personnes en emploi. Alors, dans la foulée de ce forum-là, un programme important a été lancé, a été mis en place, le programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation, ce qu'on a appelé le PARAF, vous en avez peut-être entendu parler. Alors, cette initiative visait la formation ou le développement des compétences de plus de 20 000 personnes dans un laps de temps très rapproché, des personnes qui avaient perdu leur emploi suite aux effets de la pandémie. Donc, écoutez, on a finalement plus de 21 000 personnes, 21 500 personnes qui ont été rejointes par ce programme-là. Dans un autre ordre d'idées, pour permettre aux entreprises de faire face à la révolution industrielle 4.0, celles-ci auront besoin de travailleurs mieux formés, aptes à relever les défis de cette nouvelle ère marquée par le numérique. En matière de transition vers le numérique, plus spécifiquement, le secteur des technologies de l'information et des communications accusait un retard bien avant le déclenchement de la pandémie. Évidemment, le déclenchement de cette crise sanitaire a exercé une pression importante sur le numérique, notamment en raison du besoin de soutenir une main-d'œuvre en télétravail et par l'utilisation accrue par les entreprises d'applications de collaboration jusqu'alors très peu utilisées. Le gouvernement du Québec a donc lancé une vaste offensive pour augmenter le nombre de diplômés en TIC avec le programme d'aide pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications pour aider à rattraper ce retard important que le Québec a pris. Juste pour vous donner une idée, seulement pour l'année 2020, avant le déclenchement de la crise sanitaire, le Québec avait besoin de 10 000 personnes supplémentaires dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Enfin, en collaborant avec les établissements d'enseignement, dont les établissements d'enseignement supérieur, nous souhaitons favoriser l'adaptation de la formation dans tous ces ordres d'enseignement afin de relever le défi du développement de ces nouvelles compétences. Cette façon d'intervenir sur le marché de l'emploi n'est pas attribuable à la pandémie comme telle. Elle était déjà un sujet de réflexion bien avant celle-ci. Évidemment, la pandémie, comme je l'ai dit, conjuguée au phénomène de rareté de main-d'œuvre, n'a fait que révéler une évidence. Celle qui porte notre attention sur l'automatisation, la robotisation, la numérisation et l'intelligence artificielle pour compenser le manque de main-d'œuvre. Quand on se compare à d'autres économies à l'échelle mondiale, pour regarder ce que le Japon a pu faire dans les dernières années en termes de virage numérique technologique. En conclusion, je vous dirais que toutes les mesures que le gouvernement a mises de l'avant poursuivent l'objectif de ramener en emploi le plus grand nombre possible de personnes, qu'elles aient été affectées ou non par la pandémie. Il n'y a pas de solution miracle quand il s'agit d'intégrer les personnes en emploi,
C'est en multipliant les actions avec la collaboration de tous les partenaires qu'on peut obtenir des résultats. Évidemment, l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre en emploi et en requalifiant celle qui veut réorienter sa carrière demeure des enjeux importants auxquels il faut répondre. Donc, je vous assure que le gouvernement du Québec reste proactif et présent pour soutenir les travailleurs et les entreprises dans ce virage numérique essentiel. Alors, je vous remercie. Je reviendrai tout à l'heure avec des précisions. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Tremblay. Maintenant, j'inviterai Madame Damour à prendre la parole. Merci Nadia. Bonjour à tous et à toutes et à mes chers collègues, là, monsieur Tremblay, monsieur Schleicher, monsieur Barata. C'est un plaisir de pouvoir engager cette discussion avec vous. Je suis ravie de savoir que vous êtes si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire-là parce que ça témoigne de l'importance du sujet et du besoin de trouver des solutions nouvelles, d'innover dans ce secteur-là. L'apprentissage tout au long de la vie, les nouvelles compétences sont quand même des thèmes cruciaux actuellement qui interpellent non seulement les secteurs de l'enseignement supérieur et du travail, mais de toute la société. Alors, d'emblée, je veux remercier la professeure Nadia Nafi, une leader dans son domaine, dynamique, proactive pour l'organisation de cette table ronde, une de ces tables rondes, parce qu'on a eu l'occasion de participer à d'autres. Nous sommes très fiers de vous, Nadia, vous le savez, puis vous savez que vous pouvez compter sur l'Université Laval. Le travail que vous faites est au cœur des transformations de la société, de nos universités notamment. Et cette capacité d'imaginer des pédagogies innovantes tout en concentrant notre effort ou notre attention sur la personne, son développement, sa capacité de s'épanouir de façon optimale à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est une ambition, c'est un objectif qui nous rejoint comme université. Tout comme moi, vous comprenez que pour y arriver, personne ne va pouvoir le faire seul. C'est des grands défis qui se présentent à nous. La collaboration entre l'humain et la machine, c'est assez complexe. Pas toujours souhaitable, des fois très efficace, et puis cette capacité d'imaginer l'usage de façon intelligente, efficiente, au bénéfice des gens et de la société, ça demande quand même pas mal de réflexion. Puis c'est là-dedans qu'on se retrouve dans cette période de transformation numérique qui est tellement rapide, tellement puissante. La pandémie a démontré une capacité, je pense, mal estimée avant la pandémie, cette capacité d'utiliser des leviers nouveaux, des leviers numériques, de faire des expériences dans l'urgence, dans la nécessité, mais inévitablement d'apprendre. Puis aujourd'hui, on est appelé à réfléchir dans le plus long terme de façon je dirais, structurée avec toutes les connaissances qu'on a et ces expériences qu'on a développées. Mais il faut absolument que les universités, avec les organismes, avec les gouvernements, avec les entreprises, se serrent les coudes, travaillent ensemble pour le bien commun. En silo, on va pas y arriver. Il faut bien comprendre les besoins et apporter des solutions qui sont innovantes. Et quelques questions qui sont très certainement chères à notre institution. Comment on va transformer nos pratiques pédagogiques pour qu'elles soient plus inclusives et que personne ne soit laissé derrière dans cette relance post-pandémique? Comment former les personnes pour qu'elles utilisent l'intelligence artificielle et le numérique de façon critique, responsable, durable? Alors, c'est des questions qui sont importantes, elles sont larges et à l'université, on se les pose. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on va discuter de tout ça. On observe aujourd'hui à l'université un grand appétit pour des formations courtes qui permettent de mettre à jour les compétences. Quand on regarde les données, on voit bien qu'on a des augmentations globales d'effectifs, mais particulièrement des personnes qui choisissent de revenir à l'université, de se requalifier, de se spécialiser
reviennent vers nous. Et on constate que lorsqu'on ajoute ces nouveaux étudiants et étudiantes là, au grand bassin des étudiants de l'Université Laval, on vient diversifier la nature des besoins. Et de plus en plus de personnes ont ont une vie professionnelle, personnelle à concilier. Et dans leur vie professionnelle, il y a les études et il y a le travail. Alors, lorsqu'on met tout ça ensemble, on voit bien qu'il faut avoir des propositions pédagogiques, des approches à la formation nouvelles. Alors, on est soucieux de répondre à ces besoins qui émergent, et puis en grand nombre, hein, je dois dire, des personnes qui ont laissé le monde des études pendant plusieurs années. Cette année, on a doublé le nombre d'étudiants adultes à l'Université Laval. Donc, vraiment un plus grand nombre de personnes qui, on peut les appeler les sans-papiers dans l'univers universitaire, mais qui se qualifient par l'expérience qu'elles ont acquise, bien, elles reviennent vers les universités chez nous de façon massive. Puis doubler ce nombre-là, c'est significatif. Alors, je prends cet exemple-là, mais on aura certainement l'occasion de discuter plus longuement de toutes ces grandes questions, puis croiser nos visions sur les compétences à prioriser pour le futur, les façons d'arrimer l'économie, l'éducation, la recherche et les besoins de la société. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup, Madame Damour. And now I'm thrilled to hand it over to Mr. Schleicher. Yeah, merci beaucoup. And thank you also for putting this topic into a spotlight. You know, it doesn't get so much policy attention. We typically treat learning as a place where we bring people. Too little we treat learning as an activity to give people real ownership over what they learn, how they learn, when they learn, and where they learn. And that's really, I think, what the future will be expecting from us. And I want to just share a couple of slides with you on this. I mean, first of all, think about the modern place of work. You know, the modern place of work is always a place of learning. Technology has made learning ubiquitous. And actually, we have some interesting data from our survey of adult skills. You know, on the vertical axis, you see a reflection of the skills in the workforce. On the horizontal axis, you see the risk of losing your job, basically the risk of automation. And you can put countries pretty much on one line. So basically, where countries have invested in that talent, equip people with the right skills, you know, people and economies are quite immune from automation, because people know how to adapt, how to grow, where countries end up with a kind of low talent pool, actually the risk of automation is very high. And it's not so much a secret, you know, you can actually see the driving forces behind this very clear. First of all, you know, the kind of things that are easy to teach, easy to test, have become easy to digitize, to automate. No? Routine cognitive, routine manual skills are disappearing. No? We used to learn to do the work, and suddenly learning is the work. That's the big difference. Now that requires this kind of non-routine analytic kind of competences. The second part is technology. Most of our tasks involve technology, and you put the two things together and you get a good impression of the future of work. Now I think that's very, very important. But, you know, many people look at this diagram and say, oh, well, you know, my job is at risk. I'm going to lose out. And actually, what we do see is the opposite is actually the case. Technology-intensive industries are much better at using the skills of people to convert better skills into better jobs and better lives. And this is not just about, you know, ICT skills, as people would say. Almost any skill category brings greater fruits to individuals and enterprises in a technology-intensive environment. So in a way, I think digitalization is actually, you know, creating the foundations for a lifelong learning society. And I want to show you one more slide on this topic as well. You know, if you work in a technology-intensive job, you're much more likely to learn from your co-workers, because you need to catch up today. You become a kind of more immersed in your collegial environment. You're much more likely to learn by doing. You know, learning and working become one and the same. You're much more likely to keep up to date. So, and once again, you know, the digital workplace is a place where learning is both essential
but also encouraged and facilitated. And I think that's really why the future of lifelong learning is so important. In the past, it was pretty easy. You went to school, you specialize in university, you do your job, and then you retire. Today, actually, when we talk about lifelong learning, it is not just adult learning. I would actually say early childhood education is as important in this, because many of the social and emotional skills that make us successful as adults are ones that, we learn very early on in our lives. Curiosity, courage, leadership, resilience, empathy. Later on, they become very quickly personality traits and are hard to change. So the early years are becoming more important in the lifelong society, but then also the later years. Tertiary education. In the past, we divide people up, blue collar, white collar, academic education, vocational education. Those boundaries are blurring. Good academic education has a lot of application involved, and good vocational education now focuses on a lot of transversal learning. And then, you have people learning at the job. And in a technology-rich environments, we can make learning so much more granular, so much more adaptive, so much more interactive. Giving tools, giving the tools to people to continue to learn, to continue to grow in an immersing environment. But I want to, pose a few questions that, why, all these possibilities are so hard to realize. We have to be very honest on this. The lifelong learning society is just emerging. We're not, making rapid progress to this. And part of the answer is, we don't answer this very difficult question. We know how to fund universities. We know how to fund some vocational institutions. But do we really know how we kind of share the costs and benefits between individuals, companies, societies for learning throughout life when it's not place-based? I'm not sure. How do we incentivize people? Who is setting the standards for this? Yeah, in university, there's someone who awards you a degree, but what about, learning at the workplace, in non-institutional environments? How do we recognize the skills of people? Yeah, we know how to recognize degrees, but lifelong learning is much more granular, much more incremental, much more, dynamic. And we're not very good to build that currency that people can accumulate where they want, how they want, when they want. The certification part is, I believe, really absolutely central. I think the biggest blockage to lifelong learning is that people do not see their skills. Basically, what you cannot see, you will not improve. And what your employer cannot see, they will not reward. And I think that is the challenge that we have. How can we build a stronger currency, a skills currency that people can accumulate where they were? A country like Singapore, the Skills Future program is a great example where they actually moved away from, degrees and institutions to learning and enabling and incentivizing this through recognizing incremental learning. But I think this is a hard nut to crack. Of course, some industries are using micro-credentials. I recognize all of this. But that's really a patchwork. We don't yet have a kind of systemic approach to this. An even harder question, how do we deal with people who are not at the workplace? For the unemployed, we can say, good, government should pick up the bill, give them some training, make them ready for the next work, and so that's easy to, but that's a small share. The much bigger issue is with people who are at a high risk of losing their job. What about the truck drivers today? Maybe 10 years from now, those jobs no longer exist when cars get automated. What do we do today? Not, in 10 years' time, with the people to put them on a path of intrinsic growth. That's the much harder question to answer, and I don't think, many governments are very much aware of that issue. What do we do with people who want to change their jobs? What do we do with people in the gig economy, people who are not working in the kind of structured, formal workplaces? We need to find answers to this. And on the governance challenge, that's going to be my last point. We have new forms of work, but actually, how do we extract resources from this to pay for all of this? We have demographics that unfortunately work very much towards, the past and leave us less and less resources to invest in the future of learning. We, have dissipation of control in the field of learning, and that makes it harder to steer skilled system, the governance and so on. We have a weakening link between education and jobs.
On the one hand, it's a good thing, it gives people new opportunities, but on the other hand, it makes systems a lot harder to manage in governance. And that brings me, that's my very last point, to the reality of today. We have to, look at this kind of graph very carefully. In most education systems, in most countries, in Canada, as you can see, is absolutely no exception. Currently, lifelong learning works for the highly skilled, the people in the green dot. Lifelong learning doesn't work for the people who need that training most. We do not reach them. Individuals are often not willing to invest in their skills when, maybe school has been a very frustrating experience for them. Now, companies are not going to invest in people where the returns maybe are not so promising. And this is the reality that we have today. In a way, if we're honest, lifelong learning is a big promise for an inclusive society, of tomorrow's society. But today, lifelong learning actually amplifies inequality and doesn't moderate it. That's what we have to change. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Schleicher. Absolutely. Mr. Baratta, the floor is yours. Hi, that was terrific. I'm so honored to be part of this panel and to follow such engaging speakers with such depth. So it's a pleasure to be here. I am the executive director of the Future Skills Center. The center was launched about 2.5 years ago, and we're really building a skills innovation hub in Canada. We're trying to anticipate where the change is going to continue to be, and to help prepare workers and employers and policymakers for ongoing labor market change. So many of the things that have been raised already are very much on our radar screen and are things that we are applying learning to in real time. And one of the most important things we've done over the past 2.5 years is to source innovation in skills development and education from the ground up, from the skills development ecosystem. And we now have 130 innovation pilot partnerships across Canada. These are testing innovation in every region. They are silo breakers, and that they are trying to bring together educational institutions with employers, with policymakers, with community-based organizations, labor in some cases. Our work spans almost every economic sector, and we're addressing the reality of various population groups. And a lot of these innovation pilot projects are led by or feature partnerships with higher education partners, including, of course, our partners at Laval. And looming large over all of our work has been what we've all discussed already today, which is the acceleration of technology adoption, especially accelerating over the past 18 months. Back in 2017, the Advisory Council on Economic Growth estimated that by 2030, automation would have threatened the jobs of more than 10% of Canadians. So you fast forward to today, and McKinsey, the latest estimates, is that 25% more workers than we previously thought will likely need to switch occupations. We're certainly seeing that right now in retail in an accelerated format in terms of the move from bricks and mortar to digital. We're seeing it in hospitality. And you have all talked about AI and automation, and changes are coming fast to finance, insurance, healthcare, agriculture, aviation, transportation, pretty much the entire economy. And this is going to be really important in terms of how we think about the future. So while there are challenges in this rapid shift, there are also huge opportunities. And we have discussed how we are seeing the emergence of new dominant sectors in high tech, in green tech, and how new technologies will enable perhaps better jobs if we think about that in a very deliberate fashion. So certainly the changes that we're seeing now, if we wrap our arms around them, if we're strategic and thoughtful about how we plan for the future, can be huge opportunities for our economic future. And the question, of course, is how do we seize these opportunities? And what we're seeing in our own portfolio, working with 130 projects, can really be summarized into 4 points. One, there's a growing recognition that labor market change is happening to a whole lot more people who certainly share a lot in common, but who are unique in their circumstances. So we need to become more focused on career pathing, become more responsive to the individual needs of people. And that means moving away from a generic one-size-fits-all approach, certainly, learning everywhere, shorter duration, more responsive both to the moment, but also to the future. Secondly, we're also seeing the need to become much more demand-driven in our approach to skills. Across our portfolio of partnerships,
we see a recognition that sectors are undergoing profound transformation and that we need to work with employers and with sectors in particular to put them at the center of our work on skills and education and to incentivize skills development in workplaces. We're running a series of surveys with Environics about how employers and how workers are dealing with the impact of the pandemic. One of the findings that certainly underscores what we know about skills development in Canada is that only 50% of respondents across the country had any kind of training over the past 5 years in their workplace. And that is simply not good enough. We know that in addition to the learning that people do in institutions, the learning that people do in their own time, workplace-based learning is really key in terms of building this lifelong learning DNA that we all want. Third, we also need better navigation tools. Data can't sit on a website somewhere behind some impenetrable search tool. We need to work on that last mile, put data into the hands of people in ways that they can use it, so that those looking for their next career move have career navigation tools, and so that employers can actually match their needs with an understanding of how skills are changing and how workforces also need to skill up and what it is that they need to do in their own business and in their own sector. And finally, what we're seeing, which is certainly sobering, is a real looming danger about a K-shaped recovery. We're already seeing that this recovery risks making life even better for those who are already doing well and further sinking those who were struggling before COVID showed up. So more than 80% of our work at the center is focused on prioritizing disadvantaged groups and newcomers. And of course, this is really important for our social fabric, for who we are, for our core values. But it's also critical because economically, it's a smart thing to do. We're going to need all hands on deck to fuel a recovery and really long-term prosperity. And if we're going to continue to be a global magnet for talent, for people to want to come to Canada and to be here, we have to deliver on our end of the bargain. We have to deliver on those opportunities. So we can't afford to leave anybody behind, and ensuring everyone has the skills to succeed is an essential part of this strategy for economic inclusion. Thank you. I look forward to the rest of this discussion. Thank you so much, Mr. Barata, and for our dear panelists for all the very thought-provoking points you brought up to start our panel this morning. Un grand merci à nos chers invités pour tous ces points très stimulants que vous avez soulevés pour lancer notre discussion ce matin. J'aimerais maintenant passer à notre première thématique et puis poser mes questions. C'est une question avec plusieurs parties à Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, la pénurie de la main-d'œuvre est un sujet qui préoccupe particulièrement le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. De gros investissements ont été implantés pour soutenir la formation et la requalification dans différents secteurs d'activité et industrie. En parallèle, le service d'emploi en ligne Québec Emploi a été lancé et permet un jumelage entre des chercheurs d'emploi et des employeurs à l'aide de l'IA en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins. Est-ce qu'une plateforme similaire ou même une extension Québec Emploi pourrait être considérée une plateforme qui permettrait un jumelage entre non seulement les chercheurs d'emploi et les employeurs, mais aussi les chercheurs d'emploi et les formations qui leur permettront de développer leurs compétences, que ce soit numérique ou autre, afin de mieux répondre aux besoins identifiés par les employeurs, ou bien la création peut-être d'un écosystème d'apprentissage tout au long de la vie accessible aux membres de notre société. Et puis, quelles initiatives, et puis vous avez touché à ceci dans votre premier mot, quelles initiatives sont envisagées afin de faciliter l'accès rapide des chercheurs d'emploi à des formations courtes, efficaces et efficientes, et quelles collaborations sont ou seront mises en place avec les milieux collégiaux, universitaires, afin de faciliter la requalification de la main-d'œuvre actuelle et puis mieux préparer la future à un marché de travail, comme on a discuté, en mouvance dans un monde de transformation. Merci à Mme Nafi. Votre question comporte plusieurs volets. Je vais tenter de les couvrir l'un après l'autre. Donc, le premier volet, c'est en lien avec le lancement de la plateforme Québec Emploi en mai dernier, où on a eu notamment recours à l'intelligence artificielle là, pour favoriser l'appariement entre les chercheurs d'emploi et les employeurs là, qui offrent des emplois. C'était un premier virage numérique à cette plateforme-là qui remontait quand même au début des années 2000. Alors, c'était un virage important pour nous.
nous sommes déjà à travailler à préparer une deuxième phase pour soutenir le développement de cette plateforme-là. Maintenant, est-ce qu'une plateforme similaire ou une extension à cette plateforme permettrait d'aller plus loin, notamment sur la question des compétences? La question elle est intéressante parce que je vous dirais que on est maintenant dans un contexte, en fait, le marché du travail a évolué de façon tellement importante. Évidemment, moi, j'ai œuvré dans les services publics d'emploi ici au Québec depuis la création d'Emploi Québec et même un peu avant, en 1997, où on était dans un contexte où au Québec, on avait environ 1 million de chômeurs. Donc, autant de prestataires d'assurance-emploi que de l'aide financière de dernier recours. Oui, on concentrait nos efforts sur la réintégration en emploi des chômeurs, avec une certaine emphase qui était mise sur le développement des compétences. Mais on était beaucoup dans le développement de l'employabilité pour une intégration rapide au marché du travail de ces chômeurs-là. En 2021, au Québec, la même statistique, c'est 300 000 personnes qui sont au chômage ou à l'aide financière de dernier recours. Alors, évidemment, le chemin parcouru, il est phénoménal. Et ces 300 000 personnes-là qui se retrouvent sur le chômage ou à l'aide financière de dernier recours, contrairement à 1997, pour bon nombre d'entre eux, ils accusent un déficit de compétences excessivement important par rapport aux nouvelles exigences du marché du travail. Et vous le savez, ça a été évoqué là, notamment par M. Schleicher, le socle pour bâtir, pour développer des compétences qui vont soutenir cette transformation numérique-là, c'est les compétences en littératie et en numératie. Et on accuse au Québec, comme dans d'autres administrations, et particulièrement au Québec, un retard excessivement important sur la maîtrise des compétences en littératie et numératie qui pavent ou qui ouvrent la voie à pouvoir développer ces compétences pour œuvrer avec les outils numériques et technologiques. Donc, alors pour nous, au-delà du choc numérique que l'on vit actuellement, nous, on vit un choc des compétences par rapport au marché du travail. Alors, avant même de penser développer une plateforme numérique, il faut essayer de revoir notre intervention dans un nouvel écosystème qui va évidemment placer le chercheur d'emploi au cœur de cet écosystème-là et même du travailleur. Parce qu'on le constate aussi, même pour les travailleurs en emploi, on accuse des déficits de compétences en littératie, numératie importants au Québec et il faut s'en soucier. Il faut être en mesure de pouvoir adresser davantage cette problématique-là. Alors, c'est sûr que nous, on réfléchit actuellement à une façon de pouvoir responsabiliser davantage les chômeurs, les chercheurs d'emploi, mais aussi les travailleurs en emploi. Parce qu'historiquement, notamment pour les travailleurs en emploi, on a fait porter beaucoup la responsabilité du développement des compétences aux employeurs, aux entreprises. Mais il faut maintenant, dorénavant, envisager ce développement de compétences-là sur une base individuelle. Et là, de quelle façon on peut arriver à créer un mouvement auprès autant des chercheurs d'emploi que des travailleurs en emploi pour une prise de conscience globale de la nécessité tout au long de la vie de développer ces compétences de base et les compétences essentielles à l'implantation d'un portefeuille numérique ou de compétences numériques. Et ça, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et comment on peut y arriver, comment on peut le faire? Bien, évidemment, c'est nous, par nos politiques publiques, autant pour les chercheurs d'emploi que pour les travailleurs en emploi, c'est d'offrir, de multiplier les possibilités de pouvoir participer à des formations qui permettent de consolider les compétences de base, donc les compétences en numératie et en littératie. Alors, le lancement du PARAF l'an passé s'est inscrit dans cette volonté-là du ministre de permettre le développement des compétences des chômeurs. Et plus récemment, le pratique qui a été lancé devrait concourir à ça. Mais en termes de démarche plus structurée, en soutien aux travailleurs en emploi, est-ce qu'il faudrait travailler avec eux à développer un portefeuille de compétences, une espèce de portefeuille emploi, compétences, qui permettrait aux personnes en emploi, tout au long de leur cheminement professionnel, d'aller acquérir
dans différents milieux de formation académique, des milieux privés, publics, peu importe, notamment le milieu universitaire, d'aller chercher ces compétences-là, d'aller développer ces compétences-là essentielles. Et comment on peut aider ces travailleurs-là? Alors, nous, on réfléchit actuellement, parce que sincèrement, au niveau des services publics d'emploi, il n'y a pas de mesure actuellement qui permet de couvrir ce besoin-là en émergence de la part des travailleurs en emploi. En fait, les travailleurs doivent nécessairement, actuellement, pour avoir un soutien des services publics d'emploi, passer par leur employeur, par les entreprises. Alors, il faut amener à une bascule, en tout cas, un partage de la responsabilité sur le développement des compétences. Maintenant, sur la question d'une plateforme numérique qui permettrait de le faire, bien, écoutez, moi, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est des choses qu'il faut regarder par rapport à l'évolution de notre plateforme Québec Emploi. De quelle façon on pourrait faire évoluer cette plateforme-là pour être capable de mettre en relation les chercheurs d'emploi avec les nouvelles compétences qui sont exigées sur le marché du travail. Une chose est certaine, on va le travailler notamment en lien avec un référentiel des compétences des futurs qui a été développé à la Commission des partenaires du marché du travail, qui devrait être rendu public dans les prochains mois. Donc, un référentiel de compétences des futurs, donc, qui identifie une dizaine de compétences essentielles pour être capable de soutenir la transformation numérique de l'économie et du marché du travail. Alors, moi, c'est sûr qu'on va le regarder dans cette optique-là, Mme Nafi. Mais il y a beaucoup de travaux à faire, effectivement, pour être capable de lier les besoins du marché du travail avec les nouvelles compétences qui sont essentielles pour occuper ces emplois-là. Je dirais aussi, je mentionnerais que, évidemment, ces nouvelles approches-là de développement des compétences des travailleurs en emploi ou des chômeurs vont sans doute bousculer les façons de faire du milieu universitaire. Moi, je pense que le milieu universitaire, dans sa façon de faire actuellement, est appelé à évoluer pour être en mesure de relever ce défi-là, d'accompagner les chercheurs d'emploi dans le développement de ces compétences-là. On l'a vu notamment avec le PARAF et le pratique. On a commencé, nous, des collaborations avec le milieu universitaire. On a mis en place un comité de coordination avec le Bureau de coordination interuniversitaire pour commencer à travailler sur des approches de formation continue. Alors, c'est sûr qu'il y a un défi énorme qui attend le milieu universitaire sur l'aspect de formation continue pour être en mesure de soutenir ce passeport compétences-là qui pourrait être développé par les personnes en emploi dans les prochaines années. Voilà, je m'arrête ici. Peut-être que dans l'échange, je pourrais compléter. Madame. Merci beaucoup, M. Tremblay. Et puis, comme M. Schleicher a dit tantôt, il a dit learning is the work. Alors, le travail, l'apprentissage, c'est maintenant le travail, et puis ça va être dans tout le système. Alors, l'apprenant, et puis aussi toutes les différentes institutions qui vont aider pour arriver à ces expériences d'apprentissage qui vont développer les compétences. Là, je vais faire le suivi maintenant avec une question que j'aimerais poser tout d'abord à Madame Damour, et puis aussi j'aimerais entendre Monsieur Schleicher, qu'est-ce qu'il en pense. Donc, tout d'abord, Madame Damour, faciliter l'apprentissage tout au long de la vie présente des défis aux établissements d'enseignement et aux facultés. Monsieur Tremblay vient de mentionner qu'il va y avoir un gros changement qui est attendu des universités. À partir de votre expérience, surtout durant cette dernière année, quels sont ces défis et quelles sont ou devraient être les solutions à envisager afin de mieux répondre aux besoins de développement de compétences, que ce soit des compétences techniques ou humaines, ou de requalification de l'humain qui doit performer dans un marché de travail en pleine transformation? Ce sont des défis et des opportunités. Ce sont de très, très belles opportunités. Et puis, je pense qu'on sous-estime le processus de transformation. On pense qu'il va arriver plus tard, mais il est arrivé. Et le fait qu'on a développé des formations courtes dans nos universités, qu'on a intensifié notre travail au niveau de la formation tout au long de la vie, avec des modules très courts, des modules un peu plus longs, des modules non crédités et des partenariats très, très significatifs avec des secteurs. Je prends l'exemple de l'Académie des transformations numériques, où dans cette académie, avec les collèges, avec d'autres collègues universitaires, avec l'Université Laval, dans toutes ces disciplines, on offre un panier de possibilités
à des individus donc, qui veulent se requalifier ou se former dans ce domaine-là. Mais aussi, on travaille avec le Conseil du Trésor, toute la fonction publique pour comprendre les besoins, puis les besoins beaucoup plus spécifiques d'une grande organisation qui sait très bien que les métiers vont changer, qui sait déjà que certains postes n'existeront plus dans quelques années ou d'autres auront vraiment modifié leur activité de travail, leur responsabilité, la façon dont faire le travail. Et ça demande une nouvelle pensée, une nouvelle façon de voir l'offre, la définition de l'offre, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de partenariat, mais du travail aussi plus. Et cette agilité-là, elle demande de la vélocité, de la vitesse. Et là, on a beaucoup d'enjeux parce que on parle des compétences du futur, on parle des besoins d'un secteur. Et le défi, c'est de faire arriver les choses. Donc, je pense que les universités, elles doivent s'approprier ce nouveau modèle. Ça, c'est un premier nouveau modèle, c'est-à-dire que la formation, elle sort des grades. On n'est plus là-dedans. On a évidemment la base, elle est très importante. Il y a des baccalauréats, il y a des maîtrises, des doctorats, maintenant un certificat, des microprogrammes, des nanoprogrammes et une panoplie d'offres qui se définissent dans ce qu'on appelle le non crédité, mais c'est un terme technique, dans le fond, qui est très flexible. Et qui est très allié aussi à des attentes par les grands ordres professionnels et très attaché à un ensemble de compétences où on veut développer des compétences. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que dans l'univers de bon nombre de formations qu'on peut associer à des professions et où il y a des cadres d'encadrement, le référentiel auquel M. Tremblay annonçait, qui est très pertinent de façon très globale, mais dans ces groupes-là, les référentiels ont été établis pour la plupart depuis longtemps. Disons, je prends les ingénieurs, là, je suis ingénieur, le référentiel envers les compétences requises du futur des ingénieurs au Canada, il est défini et les formations doivent intégrer les activités de développement des compétences. C'est pas vrai dans tous les secteurs, puis je pense que le futur appelle à ce que ça soit vrai dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on se pose vraiment cette logique-là. Monsieur Schlecher disait il faut y penser à la petite enfance. Donc, c'est pas rendu à l'université qu'il faut commencer à se dire quelles compétences vont faire la différence dans la capacité des gens d'avoir un apport à la société. Donc, ça, c'est un élément important. Troisième, c'est changer les formations puis accepter, et on s'est donné un laboratoire à l'université, accepter de travailler la formation en faisant. C'est-à-dire faire des choses et apprendre en même temps et lier le monde de l'enseignement avec le monde, les milieux preneurs, que ce soit les organismes parapublics, communautaires ou les entreprises. Et on a créé les chantiers d'avenir, c'est une nouvelle formation sur mesure, mais qui aspire à former des gens plus globalement et dans une capacité de relever des défis de société. Et là, on a vu des choses fantastiques arriver. Des professeurs de différentes facultés travailler avec les étudiants à définir de façon personnalisée le besoin, des étudiants développer leurs projets d'études en collaboration avec d'autres étudiants et en ayant un pied, deux pieds dans des organisations, des entreprises, parce que le projet d'innovation devient le phare du processus d'apprentissage. Et ça, on a besoin de faire plus de ça. On n'a pas besoin de faire que ça, on a besoin de faire plus de ce type de choses. Et là, cette innovation dans la façon de voir les partenariats, les liens, le travail en collaboration, ben, il est exigeant. Là, je vous ai présenté trois schémas. Les trois schémas demandent des équipes différentes, des compétences différentes, des approches différentes. Finalement, dernier point que je ne veux pas oublier, c'est que les gens reviennent chez nous
Puis, l'an dernier, on a eu une augmentation à l'université de 10%. Cette année, on ajoutera probablement, je n'ai pas les chiffres finaux, là, mais 7% de plus. À quoi on associe ça? On l'associe en grande partie au fait qu'on a misé sur la technopédagogie. On n'a pas misé sur la technologie. On a misé sur le savoir-faire de l'utilisation de la technologie pour être capable d'amener les gens vers la réussite. Et ça fait que c'est pas blanc ou noir. C'est pas sur le site et en ligne. C'est hybride. Il y a toutes sortes de modalités différentes. Chez nous, on a passé de 2 à 6 modalités. Et ces 6 modalités, elles rejoignent des personnes dont la vie est différente. Et toutes ces personnes-là sont uniques. Et on a maintenant 20% de nos étudiants qui sont parents. 20%, c'est beaucoup dans une université. La majorité de nos étudiants dans nos programmes sont des étudiants qu'on associe à la formation tout au long de la vie. C'est plus de 35% de nos étudiants sont des étudiants qu'on associe à un cycle différent d'un cycle traditionnel qu'on avait dans le passé. Donc, les universités ont changé beaucoup, puis les besoins ont beaucoup évolué, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on va y arriver, mais il ne faut jamais, jamais perdre de vue le long temps. Et oui, on résout des problèmes de courte période, puis on a une relance qui est maintenant, puis oui, on doit agir maintenant. Il faut construire cet environnement éducatif, là, cette grande chaîne de valeur de l'éducation, de l'apprentissage tout au long de la vie pour qu'elle soit durable, puis qu'elle offre les meilleures possibilités et puis qu'elle apporte des compétences, non pas juste pour les prochaines 5 années, mais pour construire une société qui s'inscrit dans le long terme. Et ça aussi, c'est un défi, conjuguer le court terme avec le plus long terme. J'arrête ici. Merci beaucoup, Madame Damour. So, Mr. Schleicher, I will ask you the same question. Facilitating lifelong learning presents challenges to education institutions and faculties. So, based on your experience, especially over the past year, what are these challenges and what are or should be the solutions to better respond to the need for the upskilling, reskilling, qualification, and all the skill developments, whether soft or hard skills of the current but also the future workforce that must perform in a labor market in full transformation? Yeah, I think the most important thing is that we should recognize that educational institutions do not have a monopoly over learning and education. I think they need to see themselves as part of a bigger ecosystem of lifelong learning. And in fact, you mentioned the last months, the time of the pandemic. When you think about the pandemic and learning, you think about closures of universities and closures of school and all the learning time that has gone lost. And yes, that it's very real, but actually lifelong learning has suffered actually even more. The incidence and intensity in lifelong learning has actually declined more so than in school-based learning. That's what we see. That's what concerns us. What we do not see is actually the things that people learn that they would have never imagined before. We talk about digital learning since the last 20 years. Actually, we've probably seen more skill development in the digital field in the last year than we have seen in the last 20 years. Suddenly, people see a different world around us. Their kind of world of work has became their world of learning. And I think that is the ecosystem that educational institutions should support, rather than, say, well, we educate for a degree and then, who gets that degree is fine, who doesn't get it. I think that's really seeing, yourself as part of an ecosystem of learning, and that, raises the big question of how do we see that learning? How do we make it visible? The question of how qualifications, degrees, micro-credentials. I think that's actually one of the opportunities that public policy is currently missing, in my view. They basically leave that up to the marketplace. Okay,
institutions figure that out, or companies figure it out, or industry figure it out. But I do think, like we in the formal sector, we have people thinking about questions of curriculum design. I do think that's the same kind of thought we now need and as a whole of society project. Again, not for institutions alone, but as a whole of society project. How do we actually build that skills currency, that kind of granular way of recognizing what people can do and what they know, rather than where they have learned how long. Now, the past was all attached to how much time did they spend on what. The future is about better understanding of what people know and can do, irrespective of why that has happened. I think that's really important. The second point I want to make, and I think Pedro made that very well as well, is much better integrate the world of work and the world of learning. We treat them often as sequential, or we treat them as in opposition. One takes time away from the other. And again, I think we need to see both. I think what he said is very, very true. We know that learning at the workplace is so much more effective when you learn with and from real people, work on real projects, learn things that have real consequences. That is how people pick up often also the kind of social and emotional skills that are at least as important as cognitive kind of learning outcomes. And again, I think that kind of integration, what you'd like to see in the future is a much greater back and forth between learning at the workplace, learning in institutions, giving people in a way. I hope one day we're not going to ask, give institutions money to educate people up to a degree, but we give money to people, or, you're going to give you 500,000 Canadian dollars, and you decide actually, how do you actually invest that resources and where you invest it, and actually, accumulate your skills over your life cycle with great coaches, great mentors, great facilitators, great evaluators. I think culture is very, very important. Integration of the world of work and the world of learning. The third point that Pedro made, is one where I really hesitate, and that is, provide more training of shorter duration. I would say yes and no. My concern there is that's exactly what we have seen in the past, that actually training has become very fragmented, very kind of piecemeal, and it's very much focused on optimizing your performance in your current job. What we miss is the true lifelong, life-wide learning part. How do you learn for your next job? How do you actually, expand your horizon? How do you think beyond the current kind of work that we do? And I think we really miss it in our approaches. And there is a trend. Employers increasingly say, well, there's growing labor mobility. Why should I invest in people who then, going to leave my company? Individuals will say the labor market is so uncertain, why should I invest in a future that I do not know? And I think this is, again, an area where I think strong public policy is required, where we need also good mechanisms to understand, who should pay for what, when, and how. How do we create, access to resources who need that learning? How do we actually incentivize, that kind of continual growth? I think, shorter duration, more piecemeal learning, more job-related training. Yeah, we need that. But I think that's happening. What is not happening is really getting people on a pathway to the future, to really think beyond the current horizon. I think that's what we really need to work on, because that's where the future will be so much more demanding. And you can say the irony is, on the one hand, we have all the tools. We have just amazing learning tools, available to people. But, when the biggest challenge is not the supply side. The biggest side is to get people on that train, to actually invest the time and energy to make good use of the tools. And that brings me to the because, again, if skills are a currency, that currency has a high degree of inflation. We have to be very honest about it. Skill obsolescence, is very, very real. You need to, continue that kind of process. The last point I want to make, and I think it's one that we often overlook, is, you can have great skills, but you're only going to invest in skill development if those skills also, are put to effective use. And I want to, make a contrast here between Canada and the United States. According to our data,
Canadians are so far ahead of Americans in the skills they have. When you look at our PIAAC test data, Canadians outperform Americans on average by a wide margin, particularly at the top end of the distribution. But actually, why is the American economy very productive? Because it's actually very good in extracting value from the skills that people have. Many Canadians go to the United States because that's where they can turn their skills into better jobs and better lives. And I think that part is one that we often miss out of the skills ecosystem. How do we actually create a good kind of infrastructure that gives people the opportunities to end up in the place of work where their skills are used best? I showed you the slides on digital environments. Digital environments are very good at that. They actually, get people to a place where they can, work very productively. But the economy as a whole, I'm not sure is paying that much attention to this. Often our labor markets are very rigid, very siloed. Actually, and again, qualification systems are very segmented. It's very hard to, move horizontally and so on. So I think we keep people from using their skills to the best of their possibilities. And if you can't, use their skills, you will not invest in upgrading them. No? Thank you so much, Mr. Schleicher. Mr. Baratta, so following what Mr. Schleicher just shared, you talk about learning nations. So how can we become a learning nation, and how can we extract the skills from our learning nation so we actually benefit from these skills in the workplace and people will find their place and be integrated in the workplace? Yeah, I really love that Mr. Schleicher reminded us that Canada brings into this next journey that we need to go into a pretty strong learning DNA. In terms of our place in the world as having a highly educated workforce, up until recently, we have done pretty well, right? And we've had our higher education system to really thank for that, and also the fact that people want to come here and not just work, but also to learn. And we've seen the large infusion of international learners wanting and identifying Canada as a place where they want to be. So that's really important because it's a place for us to build from. I also love that Mr. Schleicher walked right into an active policy discussion in Canada when he talked about the importance of early learning and setting the right tone for lifelong learning. And that's certainly something that Quebec has led the way on. And that is now being looked at for the rest of the country. But we all know that we need to keep moving and that we do have challenges in terms of how is it that we equip Canadians to have both the foresight as well as the tools and opportunities to continue to learn, not just in one-offs, not just in short term, but to really develop that long-term view in terms of their career and understand where they need to go along the way. And the workplace is certainly one of those spaces where we need to create more learning opportunities without any doubt. KPMG's latest survey that interviewed HR professionals in large employers for the most part found that 3/4 of HR leads in big employers said that skills was absolutely essential in terms of growth strategy and the success of the company moving forward. 3/4 said skills really essential. Only 1/4 said that they actually had a strategy for how it is that they move forward. So clearly there needs to be some support, collaboration with employers to figure out how is it that we create a part of the skills environment within the workplace. That is even harder, of course, for SMEs, for small, medium enterprises, for reasons that we all know, in terms of bandwidth, in terms of connections, and of course, in terms of tight margins. So how is it that we help many SMEs to recognize that they need to be part of skills learning? I wanted to pick up on something that Monsieur Tremblay talked about, which was this notion of actually empowering more Canadians to take charge of their own learning journey and to take charge of their own learning passport. Because we see that this is an area that we really need to focus on. It's a big gap when it comes to skills in Canada. It's the need to move upstream when we think about career advice and guidance. Right now, we have two main domains when it comes to learning, of course. We have higher education, which has helped us become one of the most highly educated workforces in the world, of course.
We also have employment programs that help primarily those who are already unemployed to retrain and quickly find jobs. But what we're seeing is that we have more and more people who are employed, who are looking for career changes, who are looking for upward mobility, who may be looking to do more of what they love and less of what fills their bank accounts. More and more people from diverse circumstances who are going to be asking, what is my next step? And what we find is that a lot of people don't know where to turn. Right now we're doing a survey. It's about to be published with Labour Market Information Council that asks Canadians, have you ever taken advantage of any career advice and guidance before you even take a program, before you even sign up for any kind of diploma or certificate? Have you ever done any career advice and guidance? And only 1 in 5 Canadians have actually ever taken a step back and asked, where do I want to go? And what are the things that I need to do along the way for me to get there? And what are the next places? And only 1 in 5 Canadians have actually taken advantage of that. And half of those say that they don't think that this is something that they need. So unless we start to create that third pillar, right, which is a pillar around career advice and guidance. And Dr. Damour, you mentioned that this is actually happening in the classroom, right, in terms of some of the career paths that we're creating. We need a system that actually invests a lot more in career advice before we give people a program, before we give people a certificate. And that becomes part and parcel of how we orient the system. That is a big missing element. And in order for us to get to that place, we need to start really investing in more open windows where Canadians know where to turn when they're thinking about career shifts before they fall off the cliff, before they become unemployed. And I think this needs to be part of creating a DNA for a learning nation. Thank you, Mr. Barata. I want to take a few minutes now to go over some of the questions that were asked by our audience. I'm just gonna, for the questions that we didn't have a specific name next to it, so it's really open to whoever wishes to answer. Alors, je vais poser quelques questions de l'audience. Et puis, la première question qui a été posée, c'est qui sera le travailleur de demain? Who will be tomorrow's worker? Et je vous laisse la parole. Madame Damour? Ouais, c'est difficile de se projeter puis d'imaginer comment les gens vont vouloir vivre. Hein. Il y a plusieurs grandes tendances qui vont nous faire imaginer des modes de vie très différents. La lutte au changement climatique amène à un concept d'une mobilité réduite. Le numérique amène à un concept de délocalisation. Donc ça, c'est l'environnement. Tu sais, je fais simple, là, mais je fais juste dire qu'il y a des grandes tendances dans la société qui pourraient avoir ou amener les gens à avoir leur vie globale, hein, parce que apprendre, travailler, c'est pas déconnecté de ta vie globale, tu sais, de l'ensemble de ta vie. Donc ça pourrait arriver. Je pense que la chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont changer de travail. Les gens, on le voit actuellement, les jeunes sont très sélectifs. En fait, ils ont besoin d'accompagnement, mais ils savent déjà, ceux qui sont les plus, je dirais, allumés sur leur futur, ils savent déjà souvent dans quelle entreprise ou quel type d'organisation ils veulent œuvrer. Puis ils ont des critères qui s'ajoutent qui ne sont pas juste associés au métier, mais de plus en plus aux valeurs de l'entreprise. Donc moi, je pense que le travailleur de demain, il va s'attendre à ce qu'on reconnaisse ses valeurs, sa vision, etc. Puis c'est difficile dans un monde très technologique, dans un monde délocalisé, dans un monde où les relations peuvent être moins fréquentes. Fait que ça, je pense qu'on va devoir travailler sur ça dans les entreprises. Mais ce que nous ont dit nos étudiants, puis je voulais réagir, puis je vais juste arrêter sur ça, là, au propos de M. Shelger puis M. Barata. La pandémie, là, pendant la pandémie, on a fait beaucoup de sondages, hein, puis on a demandé et nos étudiants ont fait partager avec nous des sentiments de détresse. Et
il y avait certains éléments, mais je veux aller à un qui, pour moi, est très lié à la discussion d'aujourd'hui. Ils nous ont dit, on est inquiet par rapport à notre futur. On est inquiet parce que nous, on a développé des compétences, des connaissances, puis on ne sent pas que le marché s'intéresse à nous et qu'on va pouvoir se développer comme personne, puis qu'on va pouvoir avoir une contribution. Puis on est inquiet par rapport à ça. Et là, moi, je pense le plus grand danger, c'est qu'il y a une rupture entre la personne et une offre beaucoup plus mécanique ou une représentation très mécanique du marché de l'emploi. Et ça, c'est un défi qui est très, très réel. On le voit là, on le voit. Puis si la question du lieu, hein, c'est vrai le lieu est mobile, cette question de où on va apprendre et où on va travailler est très mobile. Et aujourd'hui, on voit de nos étudiants qui diplôment, qui restent à Québec, mais qui travaillent pour Toronto. Et fort possiblement, il y a l'inverse. Oui. Mais ça aussi change le travailleur de demain. Là, j'en parle dans des termes de professionnels. Hein. Je vous fais référence à des gens qui sortent de l'université. Puis la réalité peut être très différente dépendamment de la nature de ce qu'on a comme bagage. Mais il faut que notre message soit positif pour les jeunes. Il faut qu'il soit constructif, qu'il soit dans la perspective de l'innovation, plus que dans vous allez étudier là-dedans parce qu'on a besoin de ça. Et on peut atteindre les mêmes objectifs, mais avec des stratégies de communication plus positives. Ben, je pourrais peut-être réagir, Mme Nafi. Je suis assez d'accord avec les propos de Mme Damou. Vous savez, au niveau du marché du travail, on vit 3 chocs majeurs au niveau du marché du travail qui accélèrent tous les changements à tous les niveaux. 3 chocs majeurs. Le choc démographique, évidemment, qui nous a basculé dans un monde de rareté de main-d'œuvre qui est là pour durer quand même assez longtemps, puis qui va être probablement influencer le choix de nos jeunes, comment les jeunes vont se développer sans doute. Ça, c'est le premier choc, il est majeur. Moi, je le vis au quotidien, ce choc-là, évidemment. Le choc numérique qui a été exacerbé par la pandémie, puis qui, d'une certaine façon, rapproche, mais éloigne aussi les personnes. Puis vous l'avez nommé, Mme Damou. Moi, à Montréal, actuellement, ça doit être vrai dans toutes les grandes villes. À Montréal, actuellement, il y a des entreprises chinoises qui embauchent des Montréalais avec des conditions de travail similaires à la Silicon Valley en Californie, mais ils travaillent pour l'entreprise en Chine ou en Inde actuellement. Alors, à la fois, ça unit, mais ça isole. Ça, c'est le deuxième choc. Et le troisième choc, puis nos jeunes sont très interpellés par ce choc-là, c'est le choc énergétique. La transition verte est majeure, qui va transformer le marché du travail à jamais également, et qui va conditionner sans doute le choix des jeunes. Ce qui fait que des parcours linéaires, comme on a connu, comme moi j'ai connu, comme plusieurs d'entre vous avez connu, où on fait nos études primaires, secondaires, collégiales, universitaires, on s'en va sur le marché du travail, on va chercher un peu à la carte de la formation pour développer ses compétences. On va voir de moins en moins ce genre de parcours linéaire-là. Il va falloir à ce moment-là adapter nos écosystèmes pour être en mesure de soutenir ces voies-là qui vont être très, très différentes, très variées d'un jeune à l'autre. Merci beaucoup, M. Tremblay. Mr. Barata, you wanted to add? I think the worker of the future, to put it simply, the worker of the future is human. Because robots are coming for jobs, but they're not coming for all jobs. They're coming for repetitive jobs that can be automated. And what we're going to need is a whole lot more human skills. And I saw somebody mentioned that in the chat, and it's a really important point. I'll give you one example. In half of the insurance jobs in Canada are in the Quebec region. And the insurance industry is about to undergo a fundamental change because of automation and the introduction of AI. A lot of those jobs are actually jobs that are performed by women. And they're jobs where customer support technicians, accountants
are going to be phased out because of automation and because of the onset of AI. So Laval is actually working with the industry to identify how is the industry going to change from jobs that are more repetitive to jobs that require higher cognitive skills like advanced problem solving, creativity, analytical thought, and social and emotional skills, which are about resilience and lifelong learning and collaboration, and all of the things that are the foundation for continuing to learn along the way. No matter what the skills are, the technical skills are, just ongoing learning. So there are examples happening all over the place where we see that the future worker is more human, meaning tapping into creative, analytical, teamwork, adaptability, collaboration skills. And if we really invest in that as a foundation, we will have a foundation for lifelong learning in the future. Thank you, Mr. Barata. Mr. Schleicher, I want to, again, follow up on what Mr. Barata was saying about the human aspect of the worker. He and she will be human, and also bring on another question that was asked about the competencies or the skills that need to be developed from earlier on. And one participant asked about creativity, and I remember you just recently shared the survey on emotional and social skills. So maybe you can share a bit about the survey that the results of the survey, and what do you think about this? Yeah, first of all, I'd like to say that I very much agree with Pedro on those issues. The challenge is that our education and learning systems are still designed to educate second-class robots, not first-class humans. We teach people to reproduce the established wisdom of our times, not to question it. And when you talk about our new survey of creativity, then one of the most disturbing findings for me was that levels of creativity are lower at age 50 than they were at age 10. We are born with an abundance of creativity. If you have a 3-year-old daughter or son, they're going to question everything you say. They're going to experiment everything that comes into their way. They are always willing to learn. They're always willing to unlearn. They're always willing to relearn. And then when they go through education, gradually we take all of that away to make them compliant with our industrial ways of thinking. And I think that's really the challenge. I very much agree, with Pedro. The qualities of the future are: can you live with yourself? Can you live with other people? Can you live with the planet? Can you navigate ambiguity? Can you manage complexity? Can you actually, orchestrate, working with people who are different from you? I think those things are quite easy to spell out. But actually, our current institutional environments are not very well adapted to this. I think we still, we have a kind of 21st century kind of demand for skills and economy. We have a kind of 20th century kind of institutional architecture. And we have a 19th century philosophy of, what it takes to be learning. And I think that's where really the challenge. I think we need to really take a hard look at. We somehow, we are often, very good at, imagining the future. We're trying to predict, the skills of tomorrow. I think that's a completely wrong approach. The future is always going to surprise us. And the answer really is to make people, more adaptive, more open to new ideas, more willing to unlearn, giving up, some of the things that were very, very popular to us, and to be willing and able to relearn. No? One of the questions that were posted in the Q&R, a follow-up question to the future worker, is about the future educator. So who would be our future educator, or the educator who will be actually helping developing all these skills in all different contexts? So going from, with children to really maintaining this lifelong learning. Yeah, it's such a great question, and then we think of educators we should think of them very much as workers, and the automation will kick into this sector as well. I think knowledge transmission is going to be done better by machines than by humans, and I think we won't compete as teachers with the kind of adaptivity of artificial intelligence in sort of making learning sort of more adaptive. But for me, that will make the role of teachers not,
less important, but far more important. As a teacher of tomorrow, you're going to need to be a great coach. You need to be a great mentor of people. You need to be a great facilitator. You need to be a great designer of innovative learning environments. You need to be a great, evaluator of people, and not just in school or in an institutional environment, but, hopefully we're going to have those people around us throughout our lives. And I think we're very much missing this. Actually, the pandemic has shown us a little bit of that. In fact, if you were just used to broadcasting knowledge, with Zoom lessons as a teacher, you were very quickly out of business. Your students didn't follow. They just dropped out of this because that wasn't really what helped them. If you as a teacher were able to understand how different people learn and engage them in that learning, you were able to sort of attract them into a new immersive learning. So I think actually teachers felt the future during these years of the pandemic where, the direct control is diminished. But that process of, can I accompany someone in their learning pathway? Do I understand, not just my subject and maybe how different students learn that subject differently, but do I actually know my students? Do I know those people? Can I engage with them? I think that's really become at the center. And I think that will remain with the future educator. Absolument. Absolutely. Madame Damour, Monsieur Tremblay, Mr. Baratta, do you want to add anything in regards to our future educators, teachers, the future of education? Go ahead, Mr. Baratta. I think that is such a great question. And again, I want to use an example of how we have seen the evolution of teaching or educating by talking about those who are far from the labor market and those who might be on welfare programs or social assistance programs. For a very long time, our approach to those who are on social assistance has been to introduce short-term programs, sometimes very generic programs, resume writing workshops, that kind of thing, and push people as fast as possible into a new job. And what we see is that has very limited application, very limited outcomes, very limited success. What you see is a constant cycling back and forth because the reasons why people end up on social assistance are varied, but they're not necessarily because people don't have a good resume. They go deeper than that. Working with the Canadian Career Development Foundation, we're piloting a new approach that actually doesn't focus on the in-work skills that people might need, but goes upstream and focuses on social and emotional skills like resilience, right? To really get to know, who is this person? How did they end up in this situation? What's missing in terms of wraparound support? What's missing in terms of mentoring? In terms of dealing with trauma? What are some of the barriers, right, that come from somebody's history that we need to deal with? And how do we develop a realistic path, right, that takes one step at a time towards getting to somebody actualizing themselves, which could include employment, depending on where people are at. We're going to be seeing a whole lot more people who are going to be moving outside of the labor market. And the solution is not always going to be to push them back as soon as possible. The solution might have to be for us to take a step back and to actually invest in getting to know people and creating a career path, which might be longer term. It's tough for policymakers to do that. It's tough because it's more expensive in the short term. But as we know, if you invest in people now, you're going to have a much better return when it comes to productivity costs, revenue from taxes, costs to healthcare, criminal justice that are going to be reduced. So changing that bottom line equation and really understanding skills as a lifelong learning, not as a fast thing, I think is key to who's going to be the educator and how they're going to be supported to provide that kind of training. Madame Damour. Oui. Peut-être ajouter quelques perspectives. Je pense que le professeur de demain, là, je vais le mettre dans le contexte universitaire, bien entendu, mais ce sera plus qu'un coach. Ce sera quelqu'un qui sera capable de construire des expériences d'apprentissage uniques. Puis des expériences uniques qui va inévitablement inclure et être fait dans une perspective de développement de compétences
d'appréciation de la complexité de la société, dans l'interdisciplinarité, va étendre, donner du sens à la formation, la projeter dans une perspective du futur, que ce soit dans un métier, que ce soit dans une perspective de transformation de la société. Mais très clairement, c'est quelqu'un qui va savoir développer une expérience d'apprentissage unique et qui sera à la fois extrêmement habile en classe dans les interactions et extrêmement habile dans l'usage de la technopédagogie, de la pédagogie. C'est quelqu'un qui va devoir développer ses compétences. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que l'offre de formation à distance, de contenu, va se globaliser, c'est inévitable. Et là, la différence dans la formation va se faire avec à travers cette proximité qui est liée, oui, au coaching, au développement plus personnalisé, mais certainement dans cet effort de rendre l'expérience de l'apprentissage plus globale. Et là, je projette, mais c'est quand même des défis importants dans les universités, mais ça va mettre en valeur la recherche. Et si on n'est pas plus intégré entre la recherche et la formation, ben là, on crée des écarts, on n'apporte pas la valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent. Elles sont déjà sur le terrain, elles se vivent de plein de façons, mais qui vont s'intensifier. Merci beaucoup, Madame Damour. Il y a une question. Non, j'ai cru que j'ai vu une main levée. Une autre question qui a été posée, c'est à propos de l'équité et puis l'égalité des chances pour l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, la question qui a été posée, c'est comment garantir l'équité et l'égalité des chances de l'apprentissage tout au long de la vie dans un contexte de fracture numérique. So, how to ensure equity and equal opportunities for lifelong learning in a context of digital divides? Anyone who... c'est un enjeu tellement important. Puis là, on en parle dans nos perspectives très locales, mais il faut le voir globalement à l'échelle de la planète. Il faut se préoccuper de cette grande division où les écarts, la mise à niveau numérique, là, elle doit être globale, puis on doit rejoindre les gens partout. Parce que sinon, on continue de creuser des écarts dans les capacités des sociétés à se développer, des collectivités à se développer. Donc, c'est vrai chez nous, mais c'est vrai à l'échelle globale et c'est un réel enjeu. On l'a vu, il y a plein de conditions préalables. On parle d'industrie 4.0 comme si c'était la norme partout sur la planète. C'est pas la norme partout sur la planète. Il y a bien des endroits où il n'y a pas une énergie en continu, où il n'y a pas un accès Internet de qualité, où il n'y a pas la compétence pour. Donc, et si en plus on creuse l'écart par des défis d'accès à l'éducation et à une éducation en numératie, moi, je pense que notre globalité là, ne va pas aller mieux. J'interviendrai peut-être, Madame Nafi, sur cette question-là. Vous savez, les gouvernements, les pouvoirs publics en place ont une responsabilité, évidemment. Elle n'est pas unique aux paliers gouvernementaux, mais on a quand même une responsabilité importante. En tout cas, moi, comme responsable des services publics d'emploi, on a une responsabilité d'investir auprès de la main-d'œuvre, autant la main-d'œuvre en emploi que la main-d'œuvre sans emploi, qui vivent des déficits de compétences. Puis autant les compétences de base que je nommais tout à l'heure, qui sont très importantes, qui sont le socle, pour être capable par la suite de développer des compétences liées au numérique, que le reste. Donc, on a une responsabilité importante de développer nos politiques publiques en appui à ces déficits de compétences-là qui sont importants. Alors, nous, évidemment, nos services publics d'emploi, nos services de base sont universels, mais nos services spécialisés, notamment la formation, le développement des compétences des personnes sans emploi, l'intervention, elle est spécifique
elle discrimine. C'est peut-être pas le bon terme, mais on va appuyer davantage les personnes qui ont des déficits importants de compétences pour les amener à niveau, pour qu'elles puissent avoir des chances égales avec les autres de pouvoir contribuer à leur avenir et à l'essor économique. Donc, nous, on a une responsabilité d'aider ces clientèles-là qui sont peut-être plus démunies, plus désavantagées sur le plan de l'emploi. Puis je vous dirais, on a aussi en fait, on a une bascule, où on vit une bascule importante actuellement en termes aussi, parce qu'on le constate, on parle beaucoup des personnes sans emploi, mais les personnes en emploi actuellement vivent aussi cette inéquité-là dans la capacité de pouvoir suivre ces développements technologiques-là. Alors, on a aussi une responsabilité d'intervenir auprès des travailleurs en emploi. Nous le faisons de façon structurée actuellement en accompagnant les entreprises qui vont notamment vers le 4.0 ou qui implantent des nouvelles technologies, numérisation, robotisation, nouvelles technologies. On va soutenir le développement des compétences des travailleurs. Mais moi, je vous ramène à la discussion de départ. En fait, moi, l'évocation d'une espèce de passeport, d'un passeport compétences, parce que l'enjeu ou un des enjeux essentiels pour autant les chercheurs d'emploi, mais surtout les travailleurs, c'est qu'ils doivent réaliser qu'ils ont une responsabilité importante dans la prise en charge du développement de ces compétences-là tout au long de la vie et qu'ils ne peuvent pas, comme dans un modèle traditionnel, comme on a vécu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne compter que sur l'apport de l'employeur pour développer ces compétences-là. Si on ne relève pas ce défi-là de mieux responsabiliser les travailleurs, trouver une façon de bien les accompagner, on risque d'avoir une fracture importante dans notre marché du travail. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Mr. Schleicher. Yeah, I think the story has two sides, really. On the one hand, during the pandemic, we have seen that technology has dramatically amplified inequality in education. And that's not so much an issue of access to technology. That's a small part of it, but it's basically the preparedness of learners. Where students had that motivation to learn, where they had the right learning strategies, a supportive ecosystem around them, parents included. They're going to make great use out of technology to advance their learning. And where students, hated school before the pandemic, they're probably not the ones using those kind of tools best. So I think that's the reality today. But I look at this in the long run more positively. I think actually, we have to acknowledge that, the non-technical learning environments are highly inequitable. Now, the problems of inequalities in our systems have very little to do with technology. They have to do with the design of a system that is, suitable for the average student, but that doesn't take care of those at the top end and the bottom end of the distribution, or people who learn differently. And I think this is exactly where the power of technology lies. While you study, mathematics on a computer, the computer can study how you study, and then, figure out, what makes you interested, what gets you bored, where you are good at, where you need to improve. And I think that capacity of technology, we're seeing some of this in the field of special needs education. We talk about integration of students with special needs by sort of putting them into classrooms. Now with technology, we can make learning accessible in ways that we could never dream of in the past. I think the whole topic of learning analytics, teachers can see how different students learn differently and get, a radar screen for, the issues that are normally hidden in this. I think, and that's true for the lifelong learning environment as well. So I think this is where the real potential of technology lies to enhance equity. As a student, you do not necessarily have to put up with the educator next to you. You can access the educator that speaks to your approach of learning through kind of digital skills. That's where the potential is. How do we bridge that gap, between technology making it inequitable and more equitable? I think that the center to the answer is that we need to recognize and understand that learning is not a transactional experience. Learning is always a social, a relational experience. And that really needs to be at the center of that design. Technology alone is not going to reach people. It requires, that mediation through this human interaction. I think if we get that part right, I could see technology playing a very influential and positive role, not just to improve learning and make it more relevant,
but also to make it a lot more equitable. Thank you so much. Go ahead, Mr. Barata. One of the most inspiring initiatives that I've seen is being led by University College of the North. And what they are doing is leveraging the shift to essentially digital work from home to engage First Nations in northern Saskatchewan and northern Manitoba and women on First Nations to actually become digital technicians for the telco in Saskatchewan and Manitoba that was looking for talent, local talent, but it would have been really difficult for women from First Nations that are remote to go to a location to learn and then to go to a location to learn. And this is providing new opportunities for employment and new opportunities for inclusion into workplaces that I find are quite exciting. So that's the upside. And we're seeing a lot of that happening across the country. And I also agree that on disabilities, this provides us with really interesting ways forward. Again, we're working with Laval, where we have a richness, a panoply of interesting projects with Laval that are looking at people with intellectual disabilities and how digital technology can actually be an enabler for learning and also for working from different domains. So really interesting learning happening there. At the same time, out of all the projects that we are working on that are about recognizing a digital divide, recognizing that inclusion is a systemic issue, what we're learning is that skills and education is a necessary but not sufficient condition for people to move ahead. Skills alone, education alone are not going to solve the issue of inclusion because people who are hungry, people who don't have a roof over their head, people who are dealing with trauma, people who don't have social networks, you can put them in the most inclusive classroom environment in the world, but there's other things happening. And unless we think in a more dynamic, integrated way, as Dr. Damour said, we need a much more integrative way to think about this that cuts across silos in policy, across silos in programs. Then skills becomes one piece of a broader strategy for how we drive inclusion. And we got to think about it that way. There are no silver bullets when it comes to this. Unfortunately, we're heading towards the end of our meeting today. I'm looking at time and it's running like very, very, very fast. So I want to thank our dear panelists for today. You really gave us some food for thoughts. Vous nous avez offert plusieurs pistes de réflexion et j'aimerais vous inviter pour un mot de fin. So, Monsieur Tremblay, votre mot de la fin? D'abord, vous remercier de m'avoir permis de prendre la parole ce matin, puis de participer à vos échanges. Le sujet est infiniment important. Vous savez que vous pouvez compter sur les services publics d'emploi pour soutenir ces transformations numériques importantes. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis pour nous également, autant que pour le milieu universitaire. Donc, on va vouloir poursuivre avec vous, sous une forme ou une autre, les réflexions pour être en mesure, nous, de pouvoir bien influencer puis bien orienter le développement de nos politiques publiques dans le futur, pour être en mesure de pouvoir relever ces défis-là, ces enjeux-là, de la façon la plus efficiente possible pour le bénéfice de nos clientèles. Donc, alors c'est sûr que l'éclairage du centre de recherche et de tous les partenaires qui y sont associés sont sans doute très bénéfiques pour nous. Alors moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux, dans vos réflexions, que vous nous partagerez sans doute. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Madame Damour, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. C'était tellement riche. J'ai appris plein de choses. J'ai trouvé la discussion très, très enrichissante. Moi, je garde un message quand même assez fort. Pour relever ce grand défi-là, ça prend des partenariats. Ça prend des partenariats. Il faut reconnaître les besoins et puis les aspirations des apprenants. Quand on réussira à bien attacher tout ça, on l'a fait dans le passé, on l'a toujours fait, on va le refaire dans un contexte qui est un peu différent, j'ai pas d'inquiétude, mais ces partenariats sont importants puis ils vont créer une force de transformation
à la fois dans les entreprises, dans les universités, dans les collèges, dans tous les milieux. Et ça va nous aider à accomplir là, ce qu'on veut accomplir. C'est quand même un grand défi qu'il y a devant nous encore avec la sortie de cette pandémie. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux collègues. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Madame Damour. Mr. Schleicher, the floor is yours. Well, just thank you for the invitation. It's been a fascinating discussion. I think it is very clear that, the next society is going to be the lifelong learning society. And what is also very clear is that we need to think a lot harder. How do we complement and not substitute the artificial intelligence we created in our computers? Now, I think, it's not just the how question of learning. It is also the what question. And it's only going to work if this is a whole of society enterprise. This is not going to be an institutional question or even a public policy question. This is something that, everybody will need to play their part, but we will only survive as a species if we figure that out. I think that's why I think, it needs to get a very central place in our discussions. Thank you so much, Mr. Schleicher. Mr. Baratta. I think that the overarching theme throughout the pandemic was that we're all in this together, and we certainly, I think, came together in ways that we had even forgotten in the past, and it was quite remarkable to see. And I think we're going to need a whole lot more of that. This notion of collaboration, of partnerships, it can't be the exception to the rule. It actually has to be the way for us to move forward. And I think from all of our places, we have to find a way to really embed that in how we do the work, because we're not going to be able to do this on our own. The challenges are too great. But people are really relying on us to cut across boundaries, to cut across silos, to use our social emotional skills and be creative and resilient and good team builders and build a future where everybody belongs. So it's been fascinating to be a part of this panel, and it's been an honor. Thank you so much for organizing this, and thank you to all the participants for being so engaged in the chat. Absolutely. Thank you so much. Alors, un grand merci à nos panélistes pour leur présence aujourd'hui et la générosité de leur partage. Merci à vous toutes et tous qui étaient présents. Merci pour vos questions et vos commentaires qui ont enrichi nos discussions. Un énorme merci aussi à l'équipe de Lovia, surtout à Christine Dompierre, chargée de communication et responsable des événements, et conseillère EDI de Lovia, et à Simon Parent, coordinateur de l'Axe, pour tout son travail dans les coulisses. Big thank you. To our panelists for their presence today and the generosity of their sharing. Thank you to all of you who attended. Thank you for your questions and comments. A huge thank you to the OVIA team, especially to Christine Dompierre, who is in charge of communication events and EDI advisor at OVIA, and to Simon Parent, coordinator of the Axe, for all his work behind the scenes. L'enregistrement de cette rencontre sera disponible sur le site web de la chaire et celui de l'OVIA, so the recording will be available on the chair and OVIA's websites. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine et à bientôt. So I wish you all a very nice weekend and see you soon, I hope. Bye everyone. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Merci.